Bonjour à tous chers amis, nouveau podcast public aujourd'hui sur le thème de Thomas Pesquet, des yaourts à la cerise et du surhomme primordial. Le titre est involontairement énigmatique, mais je dois vous avouer que je n'en ai pas trouvé un qui correspondrait à la pensée que je développe dans cette vidéo. Mais si vous avez la patience et l'envie de comprendre où je veux en venir, vous allez voir que son sens va très vite s'éclairer. Et avant toute chose, j'aimerais rappeler, puisqu'on va parler de lui, qui est Thomas Pesquet, parce que certes, c'est une personnalité globalement très appréciée et respectée à l'échelle mondiale, mais d'abord sans que ceux qui l'apprécient et le respectent prennent réellement la mesure du personnage, et parce que j'ai aussi remarqué que dans ce qu'on appelle, faute de mieux, nos milieux, c'est-à-dire les milieux subversifs ou alternatifs, Thomas Pesquet polarise une certaine hostilité. J'ai entendu et j'ai lu à de très nombreuses reprises, les uns et les autres, dire tout le mal qu'ils pensaient de lui et tout le mépris qu'il leur inspirait, et ça m'a toujours un peu dérangé. Je ne crois pas que Thomas Pesquet soit une célébrité sur laquelle tout un chacun puisse porter un jugement de valeur comme on peut le faire avec des commentateurs, avec des youtubeurs, avec des chroniqueurs, avec des penseurs, avec nos médiocres décideurs politiques ou avec des saltimbanques médiatiques. Thomas Pesquet est célèbre, certes, oui, et c'est totalement justifié, mais Thomas Pesquet n'est pas une célébrité. Ça n'est pas une pseudo-élite médiatique, ni une élite dévoyée. C'est l'un des rares représentants de ce que j'ai envie de qualifier d'authentique élite fonctionnelle. Thomas Pesquet fait partie de l'élite de l'humanité, non pas par son statut, un statut ça s'usurpe, non pas par héritage, un héritage ça se dévoie, non pas par réseau, un réseau ça se corrompt, mais par sa fonction, par ses actes, par ce qu'il est capable de faire et que les autres ne sont pas capables de faire. Et les actes ne mentent pas. C'est-à-dire que, quelle que soit l'opinion que vous pouvez avoir sur Thomas Pesquet, lorsqu'une mission engage des vies humaines, qu'elle se déroule en environnement extrême, totalement artificialisé et contre-intuitif, quand une mission ne tolère aucune marge d'erreur, c'est à lui et à une poignée d'individus de ce calibre qui, tout domaine confondu, sont quelques milliers sur la Terre tout au plus, c'est à lui, disais-je, que l'on en confie la responsabilité précisément parce qu'il fait partie des rares êtres humains capables de l'assumer. Et à partir de là, j'aimerais qu'on s'interroge ensemble sur une question simple. Pourquoi Thomas Pesquet est-il objectivement un être humain d'élite? On peut ne pas être d'accord avec cette affirmation, mais encore faut-il comprendre sur quoi elle repose, et je vais donc hiérarchiser les critères qui font que, à mon sens, Thomas Pesquet est une élite authentique, et je vais hiérarchiser ces critères du moins important au plus important. Premier critère, donc le moins important, mais nécessaire, c'est-à-dire que je considère que c'est nécessaire mais insuffisant, ce sont les diplômes et ce sont les compétences. Vous ne pouvez pas appartenir à l'élite de l'humanité si vous n'avez aucune connaissance ni aucune compétence à faire valoir. Toutefois, je place ce critère tout en bas de la hiérarchie parce que j'estime qu'il est trompeur. On le sait, on l'a tous constaté dans notre vie, il existe un nombre considérable de gens qui sont très compétents, qui sont très diplômés, qui sont très érudits, et qui, pour autant, sont très loin de faire partie d'une quelconque élite humaine. Mais une fois qu'on a dit ça, j'aimerais ne pas tomber dans la démagogie. Les diplômes ne font pas l'intelligence, les connaissances ne font pas l'intelligence. Les compétences ne font pas l'intelligence, mais leur absence ne font pas l'intelligence non plus. Et très souvent, ce que j'ai pu constater, c'est que la capacité à comprendre et à appréhender le réel dans sa globalité passe par la capacité à développer une expertise rigoureuse dans un domaine précis. Les éternels dilettantes qui s'intéressent à tout et à rien, mais qui ne font pas grand-chose de leur vie et qui ne font jamais l'effort de connaître véritablement un sujet en particulier, racontent très souvent n'importe quoi.
Et ils sont d'autant plus enclins à penser tout savoir sur tout à être les meilleurs, qu'ils ne se sont jamais donné la peine de se spécialiser dans un domaine et qu'ils ne se sont jamais donné la peine de confronter ce qu'ils croient savoir au réel, en faisant des choses de leur vie. Le potentiel cognitif d'un individu a besoin, pour se réaliser et pour s'incarner, d'un cadre, d'une discipline, d'une rigueur. Si vous restez dans une pensée diffuse, abstraite, désincarnée, même avec un énorme potentiel cognitif de départ, vous développez une pensée éclatée, non hiérarchisée, non opérationnelle, et surtout, vous développez des névroses, une rumination permanente, une hypersensibilité mal placée, et puis des intuitions confuses. Et toutes ces capacités cognitives, qui au départ sont quand même un cadeau du ciel, vont se transformer en handicap. Il n'y a pas d'intelligence authentique sans ancrage, et cet ancrage, ce sont des compétences réelles appliquées dans le monde réel, en situation réelle. Et sur ce plan-là, Thomas Pesquet est tout de même assez impressionnant, puisqu'il est ingénieur aéronautique, il a une maîtrise en ingénierie spatiale, il est pilote d'avions complexes et de vaisseaux spatiaux, il est pilote de ligne Air France, c'est presque anecdotique, mais enfin c'est quand même pas mal. Il est spationaute, et pas n'importe lequel, un des spationautes les plus courtisés de la planète. Il est expert en mécanique, en électronique, en système embarqué. À bord de l'ISS, c'est notamment lui qui assure la maintenance des réseaux d'oxygène et d'eau. Il n'est pas qu'un intellectuel, c'est aussi un manuel. Il est capable de travailler dans le vide spatial, en combinaison pressurisée. Il est expert en robotique spatiale, il possède des compétences étendues en médecine d'urgence opérationnelle, il est capable de mener des expériences scientifiques en orbite, et il maîtrise, last but not least, l'anglais et le russe, langue indispensable aux missions spatiales internationales. Excusez du peu. Donc c'est assez impressionnant. C'est nécessaire pour prétendre faire partie de l'élite de l'humanité, mais ce n'est pas toujours suffisant, et surtout, ça n'a rien d'exceptionnel. Quiconque, à condition de s'en donner la peine, peut acquérir des compétences et des connaissances. Tout le monde en est capable. Peut-être pas au niveau de Thomas Pesquet, mais en tout cas à un niveau raisonnable. Thomas Pesquet n'est pas qu'une somme de compétences et de connaissances. C'est aussi un corps. C'est-à-dire qu'il possède des aptitudes physiques d'élite, cardio exceptionnel, coordination motrice, force très certainement, robustesse, excellente capacité de récupération. Il n'a pas de handicap majeur, donc physiquement, il n'est pas forcément très spectaculaire comme peut l'être un athlète de haut niveau, mais il est parfaitement fonctionnel. Là encore, c'est une capacité nécessaire, mais largement insuffisante pour faire partie de l'élite de l'humanité. Et j'ajoute qu'avec de la discipline et de la régularité, n'importe qui peut acquérir une condition physique très correcte en très peu de temps. Mais Thomas Pesquet n'est pas seulement compétent, et il n'est pas seulement physiquement robuste. Il possède nécessairement un QI largement supérieur à la moyenne. Et le QI, c'est très différent des compétences et des connaissances. C'est certainement utile pour acquérir des compétences et des connaissances, mais QI et compétences, diplômes, connaissances ne se confondent nullement. Le QI est une réalité dérangeante mais incontournable, parce que ça ne se travaille pas, ça ne s'acquiert pas, et c'est une capacité très largement innée. On peut maximiser son QI, on peut entraver son QI, mais tout ça reste marginal. On ne peut pas créer son QI à partir de rien. Donc là, on est sur un critère élitiste et très inégalitaire au sens premier du terme, parce que en termes de QI, on fait avec ce qu'on a. Et si on n'a pas, il y a un niveau au-delà duquel on pourra jamais aller. Un haut QI fonctionnel, ce qu'est Thomas Pesquet, c'est
la capacité à s'adapter rapidement à des situations nouvelles. C'est savoir quand obéir strictement à un protocole. Et symétriquement, c'est savoir quand s'affranchir des ordres avec discernement. Un haut QI, c'est à la fois un soldat qui peut obéir quand il le faut et un leader qui peut décider quand il le faut. Un spationaute, ça doit suivre les consignes des équipes opérationnelles au sol, mais aussi régler tout un tas de problèmes en autonomie, parce qu'en définitive, là-haut, à 400 km en orbite, il est tout seul et il est potentiellement confronté à des situations totalement imprévues. Un haut QI fonctionnel, c'est quelqu'un qui arrive à switcher rapidement entre plusieurs cadres mentaux complexes. C'est quelqu'un qui arrive à prioriser sous pression. C'est quelqu'un qui réagit vite et qui réagit bien. C'est quelqu'un qui est capable de comprendre des systèmes dans leur globalité et c'est quelqu'un qui a cette capacité à anticiper les conséquences de ses actes. Les gens à faible QI, les low IQ, ils sont impulsifs et ils sont émotifs. Les gens intelligents ne sont ni impulsifs ni émotifs. Donc un haut QI qui, à défaut de stimulation adaptée, n'a pas basculé dans une dérive autistique ou dans la folie, on rencontre beaucoup ce type de profil aujourd'hui, eh bien, un haut QI, c'est un individu ultra fonctionnel, paré à toutes les situations, et c'est une particularité indispensable si on veut prétendre faire partie de l'élite de l'humanité, et indiscutablement, Thomas Pesquet possède un très haut QI. On n'a pas les résultats de ces tests, mais on le sait. Voilà, on s'en doute. Mais tout cela, toutes les aptitudes que je viens d'énumérer, c'est-à-dire compétences, corps, intelligence, ça n'est rien comparé à ce qui fait réellement de Thomas Pesquet une élite fonctionnelle, et c'est là qu'intervient l'épisode des yaourts à la cerise. Donc lors d'une conférence, après une mission de 196 jours à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, c'est-à-dire une boîte de conserve exiguë, inconfortable, sans intimité, ou dans des conditions d'hygiène difficiles, à travailler sans relâche, sous contrainte permanente, avec la responsabilité de la vie de tout l'équipage. Il y a un journaliste qui lui pose une question triviale sur la nourriture, une question à des années-lumière de ses préoccupations quotidiennes. Une question qui, comme dirait Fabien Barthez, est un peu une question à la con. Et Thomas Pesquet répond par une anecdote simple en apparence, mais très profonde. Et cette anecdote est la suivante. Avec l'un de ses compagnons de mission, Oleg Novitsky, un russe, donc un cosmonaute, il avait remarqué que leurs collègues, ils sont 3 à ce moment-là à bord de la Station Spatiale Internationale, ils avaient remarqué que leurs collègues, une certaine Peggy Watson, donc astronaute puisqu'elle est américaine, appréciait particulièrement les yaourts à la cerise. Et Oleg Novitsky et Thomas Pesquet, sans se concerter, sans en parler et sans attendre la moindre contrepartie, lui laissaient les yaourts à la cerise parce qu'ils avaient compris que ça lui faisait plaisir et que ça lui remontait le moral. Et dans cette réponse en apparence anodine, tout est là. Ce qui fait une élite fonctionnelle, ce ne sont pas seulement les compétences, ni les aptitudes physiques, ni le quotient intellectuel, puisqu'un monstre froid pourrait posséder tout cela. Ce qui fait une élite fonctionnelle, ce sont les vertus comportementales. La capacité à comprendre l'autre, la capacité à coopérer, à rendre le collectif plus stable, plus vivable, plus fiable, à ne jamais perdre son calme, à garder son calme, à ne pas paniquer. Voilà, c'est ça qui fait l'élite. C'est toutes ces qualités-là réunies. Parce que des gens intelligents, il y en a énormément. Des gens compétents, il y en a à l'appel. Des gens sportifs, pareil. Mais des gens qui, en plus de toutes ces qualités, possèdent instinctivement les vertus fondamentales que je viens d'énumérer, il y en a très peu. C'est là que se situe le véritable goulot d'étranglement. C'est ça qui fait que quand vous postulez
à la NASA ou je ne sais où, il y a un candidat sur 10 000 qui est retenu. Et c'est ce qui fait que Thomas Pesquet est un être d'exception et une élite au sens littéral du terme. Alors ces vertus cardinales dont je vous parle, elles ne s'apprennent pas, elles ne s'acquièrent pas, elles sont un héritage direct de notre humanité primordiale, de ce qu'on appelle les hommes préhistoriques. Mais leur principale particularité, c'est pas de vivre avant l'histoire, c'est d'être primordiaux. Nos ancêtres n'étaient pas, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, mais que tous les spécialistes de la question démentent aujourd'hui, ils n'étaient pas des brutes arriérés. C'était des êtres humains complets qui possédaient un nombre de compétences ahurissants qu'ils appliquaient chaque jour dans le réel. C'était des êtres humains physiquement robustes et hyper efficaces, bien plus efficaces que nous ne le sommes, et surtout, c'était des individus irréprochables sur le plan comportemental. L'homme préhistorique, l'homme primordial, le surhomme primordial, c'est l'homme total. C'est ce que les traditions ésotériques appelaient l'homme universel. Et paradoxalement, ce sont aujourd'hui les environnements les plus artificiels et les plus extrêmes qui exigent ces qualités primordiales. Pas le confort, pas le petit confort de la civilisation. Non, des environnements extrêmes, artificiels et contre-intuitifs. Il n'y a pas de place dans une station spatiale pour la stupidité, pour l'incompétence, pour la mauvaise foi, pour la faiblesse, pour le narcissisme, pour la dysfonction, pour les discours creux et pour les guerres d'ego. Parce que si quelqu'un commence à s'amuser, à se comporter de cette manière à l'intérieur de la Station spatiale internationale, c'est la mort pour tous. Et c'est exactement la même logique qui prévalait dans les groupes humains primordiaux, dans un groupe préhistorique. Un membre qui, par son attitude, ses actes, porte atteinte à la sécurité, la viabilité ou la cohérence du groupe, qui, en d'autres termes, ne satisfait pas aux standards de la surhumanité primordiale, il était tué, il était exécuté par les autres, parce que c'était synonyme de mort pour tous. La civilisation n'est pas, comme on veut nous le faire croire, la plus haute et prestigieuse création de l'humanité. L'humanité n'a pas créé la civilisation. La civilisation est un processus d'abattardissement de l'humanité en général et de l'individu en particulier. Quels que soient les prodiges qu'elle paraît en mesure de réaliser, elle est un processus d'abattardissement sur lequel nous n'avons aucune emprise. Parce que la civilisation n'est pas une création humaine. C'est un cycle cosmique qui est né d'un cataclysme et qui se finira par un cataclysme. C'est la civilisation, par son organisation, par son confort et son individualisme relatif, par son processus de spécialisation et de hiérarchisation très artificielle qui a permis l'émergence et la survie d'êtres humains dysfonctionnels, dépourvus de vertus cardinales. Vous n'avez pas besoin, pour faire fonctionner une civilisation, d'individus, d'élites dotées de vertus cardinales. Ce serait même plutôt un handicap. Donc oui, Thomas Pesquet est une élite, au plus proche de ce à quoi devaient ressembler nos ancêtres de la surhumanité primordiale. Et quand on a besoin d'un être humain d'élite pour accomplir une mission périlleuse et complexe, ce sont les qualités premières du surhumain primordial qu'on va rechercher, à défaut de quoi le projet est voué à l'échec. Mais, et c'est là que le bas blesse, cet homme d'exception, qu'est incontestablement Thomas Pesquet, n'est pas à sa place dans la Station spatiale internationale et n'est pas à sa place dans le cosmos. Il a beau être au plus proche des étoiles, son existence manque cruellement de sens, de verticalité et de métaphysique. L'espace, le domaine spatial, si impressionnant, si passionnant, si exigeant, si technique soit-il, est
une activité compensatrice, c'est-à-dire une activité destinée à compenser la misère de notre condition d'homme civilisé. Et une activité compensatrice particulièrement absurde, la plus absurde d'entre toutes. Qu'est-ce qu'une activité compensatrice ? Une activité compensatrice est une activité poursuivie non pour sa nécessité réelle ou son utilité vitale. La conquête spatiale n'a aucune utilité, mais pour procurer artificiellement un sentiment d'accomplissement, de contrôle ou de sens que la vie moderne ne fournit plus naturellement. L'homme civilisé, qu'on le veuille ou non, ne peut plus échapper au processus civilisationnel. Il n'y a nulle part où fuir. Il n'a donc d'autre choix que de trouver des activités compensatrices pour ne pas sombrer dans la folie et le désespoir. C'est un fait. C'est une fatalité. Mais cette activité compensatrice, quelle que soit la satisfaction qu'on pourra en retirer, n'est jamais rien en comparaison de ce que la civilisation nous a appris, c'est-à-dire l'essentiel, la place de l'homme. C'est dans un groupe isolé et souverain, en pleine nature, avec le monde entier pour terrain de jeu, à vivre l'expérience vertigineuse de l'incarnation, non dans un éternel présent mais dans une éternelle éternité, parfaitement à sa place dans le cosmos, en lien direct avec l'unité primordiale. Pour le surhomme primordial, l'expérience vertigineuse de l'incarnation n'a pas pour fonction d'être utile. Elle n'a pas pour fonction de servir un projet civilisationnel absurde. L'expérience vertigineuse de l'incarnation est une fin en soi. Laissons aux médiocres le soin de satisfaire l'hubris civilisationnel et au surhomme le privilège de ne pas avoir à s'en soucier. Ce qui me fait dire que Thomas Pesquet, pour qui j'ai énormément d'estime et devant lequel je ne peux que m'incliner, on ne peut tous que s'incliner devant les innombrables qualités que possède cet homme. Thomas Pesquet serait bien mieux à faire du camping sauvage avec ses enfants qu'il ne fera pas parce que sa carrière est trop prenante, il serait bien mieux à faire du camping sauvage avec ses enfants qu'à boire son urine en orbite. Pour rien. Parce que ça ne sert à rien. Ce brave homme perd son temps. Que vous dire en conclusion ? Œuvrez à être au plus proche du surhumain primordial dans tous les actes de votre vie. Trouvez-vous des activités compensatrices le plus épanouissantes possible. Et si vous ne l'êtes pas encore, contribuez à mon Patreon pour accéder à mes contenus inédits. Achetez le livre d'aphorismes écrit à quatre mains avec Pierre-Yves Lenoble. Et pour les contributeurs, avant la fin du mois de janvier, je vous prépare une longue et très exhaustive vidéo de celle que je qualifie de Collège de France et qui parlera du mythe de la Belle et la Bête, un mythe universel. Et nous parlerons de ce que ça dit de l'homme, de ce que ça dit de la femme et de ce que ça dit du processus qui amène cet homme et cette femme à s'aimer. Et ce mythe, je ne spoile pas, dit des choses qui sont très dérangeantes et en totale opposition avec le narratif actuel. À défaut, likez, partagez si ça vous a plu, parce que ma chaîne est quand même shadowban depuis un bon moment. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.